On accueille avec grand plaisir Hugo Martinez. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Vous dirigez l'association Hugo, destinée à accompagner les familles d'élèves harcelés à l'école. Oui. Et malheureusement, l'actualité, tous les jours, nous sert des histoires tragiques. On va évoquer l'histoire de Camélia, cette petite de 14 ans qui s'est suicidée en région parisienne. L'enquête continue. Le journal Le Parisien a révélé les derniers échanges entre la jeune fille et sa maman. On va faire le point d'abord sur cette affaire avec Félix Perolaz. Et puis je vais vous passer la parole. Françoise aussi, qui est très engagée dans la lutte contre le harcèlement. D'abord, les faits. Une semaine après le suicide de Camélia, de nombreuses interrogations demeurent. Victime de harcèlement dans son lycée, l'oncle de l'adolescente a mis en cause l'attitude qu'aurait eue le proviseur de l'établissement envers sa nièce. Selon lui, il aurait fait porter à Camélia une partie de la responsabilité de la situation. Face à ces accusations, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux a souhaité réagir. Il appelle solennellement à la plus grande prudence dans l'expression publique et la mise en cause médiatique de personnes, notamment le proviseur, qui seront amenés à faire connaître devant les enquêteurs leur propre version des faits. Selon Le Parisien, la famille de Camélia aurait porté plainte contre le proviseur. Hier, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé avoir diligenté une enquête. 3 inspecteurs généraux ont été missionnés à cette fin et ont commencé leurs travaux. Ils devront me rendre leurs conclusions dans les plus brefs délais. Ce n'est qu'à l'issue de l'enquête que je prendrai les décisions qui s'imposent en réponse à d'éventuels dysfonctionnements collectifs ou fautes personnelles. Dès le lendemain du drame, le 14 janvier, 2 enquêtes ont été ouvertes, dont l'une pour harcèlement scolaire, ayant conduit au suicide. Voilà Hugo, alors on est très prudent parce que l'enquête commence, on va voir évidemment les tenants et les aboutissants, mais c'est un drame. Et même s'il y a des causes multifactorielles, le harcèlement à l'école fait des victimes tous les jours. Et nous, en tant que parents, on ne peut pas le supporter en fait. Et comment lutter? Il fait des victimes, il en fait une classe entière chaque année en France. Il y a une classe d'élèves chaque année qui décède du harcèlement scolaire. Et je dis bien décède parce que là on parle d'un suicide et c'est la majeure partie des cas, mais on a aussi des assassinats. Je pense notamment à l'affaire Alisha qui avait été médiatisée, exactement, où c'était ses camarades qui avaient tenu un guet-apens à l'encontre d'Alisha, elle avait bousculé dans la Seine. Ce drame, malheureusement, on revient régulièrement s'émouvoir sur les plateaux pour en parler et à chaque fois on a l'impression que ça n'avance pas. Et je vais vous le dire avec cruauté, mais oui, ça n'avance pas. Pourquoi ça n'avance pas, Hugo? Alors, on en parle de plus en plus. La cause du harcèlement scolaire, elle est dans la bouche de plus en plus de personnes. Et le mot harcèlement scolaire est de plus en plus connu. Avant, c'était un mot qui n'existait pas il y a encore quelques temps. D'ailleurs, moi, quand j'étais victime de harcèlement scolaire... Vous aviez quel âge? De 6 à 18 ans, grosso modo à peu près, du CP jusqu'à peu près la fin de la scolarité. C'était un mot qui n'était pas encore aussi répandu, et d'ailleurs les réseaux sociaux n'étaient pas encore aussi répandus. Ils sont arrivés, moi, à partir de fin de 4e. Aujourd'hui, ça commence dès le CP ou même la grande section. Ce qui est certain, c'est que le harcèlement scolaire, on en parle davantage, mais en fait, aujourd'hui, il y a 2 problématiques. D'abord, la société ne s'est pas saisie du problème, c'est-à-dire que, comme Coluche, en son temps, avait popularisé la question de l'aide, en tout cas aux sans-abri, je crois qu'il faut faire le même travail sur la question du harcèlement scolaire, parce que tout le monde est concerné par la question du harcèlement scolaire, en tant qu'ancienne victime, en tant que parent, en tant qu'oncle, tante, grand-parent, et chacun a son rôle à jouer dans ce combat. Mais en même temps, il faut aussi que chaque responsabilité soit assumée. Et je crois que, moi je l'ai dit pendant de nombreuses années que l'État ne mettait pas les moyens, mais pire que ça, aujourd'hui, je le dis haut et fort, l'État doit assumer sa responsabilité dans ces drames. Le comportement, dont le rôle, on va le voir dans l'enquête, va être affiné de ce proviseur, pour moi est intolérable. D'abord, il convoque 2 fois cette jeune Camélia, dans 24 heures, 2 fois. C'est elle la victime, je le rappelle. Il l'accuse de se victimiser, en ces termes. On marche sur la tête. À aucun moment, on doit remettre... Alors, bien évidemment, les jeunes, les enfants peuvent avoir tendance à arranger parfois la vérité. Il faut, en tout cas, avoir un moment, ce travail d'échange pour cerner la vérité, bien évidemment. Mais à aucun moment, on vient remettre en question autant et de telle façon la parole d'une jeune. Moi, cette heure entre le moment où elle est sortie du bureau du proviseur et où elle a commis cet acte, c'est une heure moi, que j'ai vécue au plus profond de moi-même. Nombreuses fois, j'ai pensé à mettre fin à mes jours, mais il faut être quand même dans un état de sidération et de désolement tel pour arriver à un tel acte. Et que se jeter sur les voies, c'est pas anodin. Ouais. C'est un état de sidération, de désolement majeur pour en arriver à ce point-là. Et d'avoir cette attitude... Moi, je vois toutes ces enquêtes qui sont lancées, diligentées par le ministre, mais des enquêtes, on les attend encore les conclusions, il y en a de nombreuses.
Et en fait, mis à part caler des Des portes, mois après, bien sûr. et des mois après, et puis qui disparaissent. Puis moi, je voudrais poser une question. Qui va se faire le contre-feu de ce proviseur? La principale intéressée, elle n'est plus là pour se défendre. Bien sûr. Qui va pouvoir faire le contre-feu au niveau judiciaire? Je vous donne un chiffre. Moi, je me suis battu pendant de nombreuses années pour qu'il y ait un délit de harcèlement scolaire. Parce que moi, à mon époque, justement, quand on allait en gendarmerie, en commissariat, on ne pouvait pas porter plainte. Moi, pire, mes parents, quand ils ont voulu justement aller à la gendarmerie, quand ils y sont allés, on les a redirigés non pas vers une plainte, mais vers une main courante. Et on a appris plusieurs années qu'elle n'avait jamais été enregistrée pour le bien du village, de la réputation de chacun. Pas de vague. Je me suis battu pour créer ce délit de harcèlement scolaire qui a été adopté en mars 2022, parce que jusqu'à présent, on ne pouvait pas porter plainte et ce terme n'existait pas dans la loi. Entre 2022 et 2024, c'est 10 000 plaintes qui ont été déposées pour harcèlement scolaire. Il n'y en a que 240 qui sont arrivés au bout. 240. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les chiffres sont juste accablants quand on entend que le ministère de l'Éducation nationale commence à dire non mais le harcèlement scolaire réduit, c'est le cyberharcèlement qui explose. Je vais y revenir parce que je crois que les réseaux sociaux, bien évidemment, ont un rôle à jouer dans ce combat, mais on ne doit pas les désigner comme les ayatollahs. Responsables, oui, bien sûr. Je pense que ça serait une erreur. Mais quand on regarde les chiffres, ils sont dramatiques. Il y a encore 2 ans, on était à 1 jeune sur 10, c'est-à-dire dans une classe de 30 élèves, 3 élèves par classe. Là, aujourd'hui, c'est plus d'un tiers des élèves français qui sont victimes de harcèlement scolaire. À l'heure où je vous parle, il y a des enfants qui rentrent de l'école, qui rentrent du collège ou du lycée. Et bien, sur l'ensemble de ces enfants français, il y en a plus d'un tiers qui souffrent, qui a souffert aujourd'hui dans sa cour de récréation. Sur la question des réseaux sociaux, l'exemple de Camélia est flagrant. Camélia n'était pas sur les réseaux sociaux. Camélia n'était pas victime de harcèlement sur les cyberharcèlement scolaire. Donc, dire qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui sont les grands méchants loups, c'est un peu facile pour l'État. C'est facile, évidemment. C'est facile pour l'État. Moi, je fais souvent un comparatif quand on regarde sur les causes qui concernent les enfants. Quand on regarde le rôle que joue l'État sur la lutte contre les infanticides, les violences intrafamiliales, l'État sait se mobiliser. Parce que toute la responsabilité est portée sur les familles, sur le domicile familial. Et là, moi, je voudrais qu'on puisse se poser la question, pourquoi est-ce qu'à un moment, sur la question du harcèlement scolaire, où l'État peut avoir un rôle à jouer et une responsabilité, et là, on ne sait pas mettre ni de moyens, ni assumer une responsabilité. Vous avez raison. Peut-être une des questions de Geoffroy. Françoise, je sais que vous êtes très touchée par ce sujet. Oui, moi, je suis évidemment frappée par le témoignage de Hugo. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'on est dans un pays où les violences faites aux enfants, d'une manière générale, pardon de le dire de façon aussi brutale, tout le monde s'en fout. Et les enfants, la plupart du temps, quand ils meurent, ils sont plus là pour témoigner. Et quand ils ont été victimes de violences, et c'est pour ça que ce que vous faites est tellement important, Hugo, souvent, ils préfèrent oublier. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, j'ai survécu à cet enfer, j'ai pas envie de revenir à ça, parce que c'est une charge qui est quand même terrible à porter. Et c'est vrai qu'en France, face aux violences faites aux enfants, quelles qu'elles soient, et vous avez raison de parler des violences intrafamiliales, vous dites un enfant dans une classe est victime de harcèlement, mais on sait qu'il y a la même proportion victime d'inceste, on sait qu'il y a la même proportion victime de violences familiales, et tout ça dans l'indifférence générale. Donc les mesures, on les connaît, il faudrait qu'il y ait des actions collectives des enfants contre l'État, parce qu'à un moment donné, il faudrait que l'État paie. Il faudrait à un moment donné que les établissements et des infirmières scolaires ou des interlocuteurs puissent écouter les enfants, et ce n'est pas le cas. Et moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est dire aux parents, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps et ce n'est pas toujours facile, mais une fois par semaine, une fois par mois, faites un tête-à-tête avec votre enfant en lui demandant qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a choqué, qui t'a fait mal, qui t'a blessé, Et c'est vrai que c'est pas simplement Internet, parce qu'un enfant, il vit dans une toute petite communauté. La communauté scolaire, c'est une communauté en soi. La salle de classe, c'est une communauté en soi. Si on est la bête noire de la salle de classe, c'est insupportable. Donc, je pense qu'il faut que les parents aident les enfants. Alors, parfois, c'est les parents qui sont malfaisants, donc ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais il faudrait que l'école soit un sanctuaire. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à obtenir. Donc bravo pour ce que vous faites, Hugo. Et ce combat qui courage et force à vous. Voilà. Geoffroy Lejeune, vous avez été touché par ce témoignage. Pardon, je vais revenir sur l'histoire de Camélia. Moi, je suis traumatisé, je reconnais, par la lecture de cet article du Parisien qui se termine par où on apprend ces SMS où la petite fille, avant d'aller se jeter sous un train, dit « Tu es la meilleure maman du monde ».
Et en fait, toutes les fois où on a reçu ici des parents d'enfants qui s'étaient donné la mort, c'était des parents aimants qui avaient une vraie relation avec leurs enfants. C'est pas des gens qui ont abandonné et l'enfant était livré à lui-même et de désespoir, il s'est donné la mort. Donc j'ai une question à vous poser puisque vous avez dit que vous aviez eu ces pensées suicidaires également. Quel est le geste qui sauve? Qu'est-ce qui peut éviter? Parce qu'entre le SMS « Je t'aime, tu es la meilleure maman du monde » et le moment où elle se donne la mort, il se passe 1 heure. Bien sûr. Qu'est-ce qui sauve, Hugo? Alors d'abord, je vais revenir sur ce qui peut détruire et après sur ce qui sauve. Ce qui peut détruire, c'est des adultes défaillants. Quand, vous savez, il y a ce contrat moral entre les parents, l'enfant et l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant. Et quand l'adulte, quel qu'il soit, un proviseur, un surveillant, un enseignant ou ses parents, vient en fait, à remettre en cause la parole de l'enfant, là c'est le proviseur qui a remis en cause à plusieurs reprises, et malgré les signalements répétés des parents, la parole de cette jeune Camélia, qui faire confiance? Pas les camarades, puisque c'est ceux qui sont l'objet du harcèlement, pas les adultes. Et malgré qu'elle puisse voir que ses parents sont mobilisés, puisque, encore une fois, ils ont fait de nombreux signalements, c'est un cercle vicieux qui fait que, du coup, elle se dit qu'il n'y a pas de réponse. Et c'est parce qu'elle se dit qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'issue. Donc, c'est Et qu'est-ce qui sauve, à contrario? Et moi, ce qui m'a, dans ces moments-là de doute, ce qui m'a sauvé, c'est à la fois d'abord un cadre familial et d'encadrement qui fait que j'ai senti un soutien, de voir que les parents allaient bec et ongle contre un mur. Hein. C'est un mur, un établissement scolaire qui ne veut pas entendre ce harcèlement, c'est un mur. Donc d'abord, ce soutien. Et puis moi, ce qui m'a sauvé, c'est ce qu'on essaye avec l'association de transmettre, c'est une passion. Alors qu'elle soit sportive, artistique, un loisir. Moi, c'était pour le cinéma, pour le théâtre. C'est comme ça que moi, j'ai réussi à tenir et à en faire aussi aujourd'hui une force de ce combat contre le harcèlement scolaire. Et c'est le chemin vers lequel on essaye d'amener tous les enfants qu'on accompagne, parce que c'est pas forcément évident. D'ailleurs, cette société aujourd'hui dans laquelle on vit, les jeunes, on le voit, se désintéressent. Les jeunes ne rêvent plus. J'ai signé une tribune il y a ça quelques semaines en disant, je crois qu'il faut qu'on refasse rêver nos jeunes. Quand on parle de santé mentale, qui est un sujet intimement lié à la question du harcèlement scolaire, avec tout ce qui s'est passé, que ce soit le Covid, que ce soit l'information continue à laquelle ils sont exposés de plus en plus tôt, de plus en plus violemment, sans contexte, etc., avec les guerres, avec tout cela, moi je crois que tous jeunes ont besoin de nouveau de rêver. Et quand je parle avec des présidents d'associations sportives, culturelles, etc., ils me le disent, nos rangs d'adhérents jeunes se vident. On n'a plus les jeunes. Quoi. Les jeunes, on les voyait soit dans le club de théâtre, de foot, etc. On ne les voit plus. Ils se recroquevillent sur eux-mêmes. Et c'est évidemment le vrai problème.